Salut à tous, c'est Lunaris. Aujourd'hui, le test de la Kawasaki Z1000 SX de 2016. Allez, c'est parti! Les amis, aujourd'hui, je vous propose de nouveau le test d'une moto grâce à l'un de mes abonnés qui est venu jusqu'ici sur mon lieu de tournage habituel afin que je puisse en réaliser le test. Donc les amis, cette Z1000 SX, c'est bien sûr une moto de la gamme Z de chez Kawasaki. Je le rappelle qu'il s'agit d'une gamme de roadster. Et on est donc sur une version carénée de la version 1000. La version 1000 étant un roadster 4 cylindres assez performant. Là, on est sur une version modifiée afin d'être plus adapté à voyager. C'est une machine qu'on peut considérer comme une Sport GT. Au niveau du style, on retrouve bien là le côté, on va dire un peu futuriste des Kawasaki récentes. En plus, elle est dans le fameux vert Kawa qui est aujourd'hui absolument magnifique. C'est un vert qui est pailleté avec des petits reflets jaune doré. Franchement, j'adore cette couleur. Comme son nom l'indique, cette moto est motorisée par un 1000 cm3. C'est un 4 cylindres en ligne, 16 soupapes, à refroidissement liquide et injection. Ce moteur est donné pour délivrer 142 chevaux. Et la moto est annoncée à un poids tout plein fait de 230 kg, mais c'est un poids qui est annoncé sans les bagages. D'ailleurs, comme vous pouvez le voir, la moto aujourd'hui est un petit peu accessoirisée et on a surtout les accessoires privilégiés sur ce type de machine, c'est-à-dire toute la bagagerie. Donc on retrouve de chaque côté une valise de 29 litres, si je me souviens bien. En plus, dans chacune de ces valises, on a une espèce de sacoche étanche. Le propriétaire a aussi rajouté un support afin de mettre un top case derrière. Le réservoir est recouvert d'une protection qui sert également de support pour une sacoche de réservoir. Enfin, globalement, on a toute la bagagerie possible sur ce modèle. Mais pour le reste, la moto est globalement en configuration d'origine. Elle n'est quasiment pas accessoirisée. Vu qu'on est sur une version, on va dire touring, une version un peu GT de la Z1000, on serait en droit de s'attendre à une machine un peu plus lourde, un peu plus compliquée à prendre en main, surtout lorsque, comme actuellement, on se retrouve à rouler à faible vitesse en ville. Et finalement, elle est vraiment ultra simple à la prise en main, cette machine. C'est vraiment surprenant. Le poids n'est absolument pas pénalisant, même à basse vitesse, elle est tout de suite très stable. Et la position de conduite est finalement très droite. On a un guidon très relevé et les repose-pieds sont juste un tout petit peu vers l'arrière. On retrouve, on va dire, une position de Z, mais en version plus cool. Autre bon point, je peux, du haut de mon 1m70, vous voyez, toucher le sol assez facilement. Alors je peux pas mettre les deux pieds complètement à plat parce que j'ai les repose-pieds qui me tapent un peu dans les mollets, mais franchement, je suis pas loin de mettre les deux pieds à plat, c'est vraiment une bonne surprise. Le réservoir est relativement fin, on peut facilement plaquer nos genoux dans les creux de celui-ci. On est tout de suite à l'aise sur cette moto, c'est vraiment une très bonne surprise à ce niveau-là. Comme je le disais, la plupart des aspects de cette machine sont d'origine, y compris l'échappement, ce qui est plutôt rare, souvent c'est modifié. D'ailleurs, une des caractéristiques de cette génération de Z1000 SX, c'est qu'on a encore un échappement de chaque côté, et en fait c'est même un double échappement de chaque côté, ce qui fait une machine à 4 sorties d'échappement. Personnellement, je trouve ça plutôt esthétique, et le bruit, pour l'instant, à bas régime, est juste conforme à ce qu'on attend d'une machine en 4 cylindres en ligne. C'est un petit feulement bien sympa. On verra ce que ça donne tout à l'heure en montant dans les tours. Comme je vous l'ai dit, la position n'est pas extrême et donc on peut, si nécessaire, se retourner afin de vérifier ce qui se passe dans les angles morts, et ça sans lâcher le guidon. On a sur cette moto les rétroviseurs qui sont pris sur le carénage, donc ils sont suffisamment devant pour qu'on ait une visibilité sur ce qui se passe derrière sans avoir forcément la nécessité de bouger nos bras. Moi j'ai que environ un tiers de chaque miroir qui est pris par mes bras. Donc j'ai une prise d'info qui est assez facile.
Après, il semblerait qu'en fonction du gabarit du pilote, c'est soit une caractéristique qui évolue grandement, car le propriétaire, qui est bien plus grand que moi, me disait, lui, ne voir quasiment rien dans les rétros. Allez, une petite accélération. Donc vous le voyez, hein, l'avantage, une fois de plus, hein, d'une grosse cylindrée en 4 cylindres comme ça, c'est qu'on a une allonge sur les premiers rapports qui fait qu'on se retrouve tout de suite catapulté à des vitesses quasi inavouables, illégales. Là, je me suis contenu, je suis resté à un petit 70 et franchement, ça marche très très bien, c'est hyper efficace. Maintenant, je sors de l'agglomération, j'accélère un bon coup, là je suis en 4ème. Et vous pouvez constater comme moi qu'une fois de plus, il n'y a même pas besoin de monter à très haut régime pour être bien au-delà des limites. Hein. C'est vraiment ultra efficace. Vu qu'on est sur une version quand même destinée à faire pas mal de routes, ils ont mis sur ce carénage une bulle qui est réglable. En fait, elle est réglable en inclinaison, pas forcément en hauteur. Actuellement, j'ai le réglage le plus vertical possible et déjà, j'ai quasiment pas de protection. J'arrive maintenant sur le virage que je prends habituellement à basse vitesse. Donc là, je suis en 3ème. Ça passe tout seul, le moteur est vraiment très souple, très agréable. Après, il est vrai que on sent quand même un petit peu le poids dans ces phases à très très basse vitesse. C'est pas une petite ballerine, mais ça reste très facilement gérable. Comme d'habitude, je vais utiliser cette route afin de tester l'accélération de ce modèle. Donc je rappelle qu'on est sur une moto qui développe 142 chevaux. Elle est donnée pour un poids tout plein fait de 230 kg, mais aujourd'hui j'ai les valises et en plus elles sont pleines. Donc on va dire qu'elle fait environ 10 kg de plus, donc 240. C'est une moto relativement moderne, donc on a l'ABS et on a aussi le KTRC, donc c'est un système de traction control fait par Kawasaki. C'est un système qui est réglable sur 3 positions, enfin même 4 positions si on considère que la fonction désactivée est une position. Donc là je suis au maximum, on verra si c'est intrusif ou pas. Et il y a aussi 2 modes de puissance, le mode full et le mode low. Donc le mode low est plutôt à réserver dans les situations où l'adhérence est précaire. Là aujourd'hui il fait beau, c'est sec, donc on va se laisser en full. Allez, c'est parti, let's go. Et la moto, je le précise, n'est pas équipée d'un shifter. Alors, vous avez dû le constater, la moto a eu quelques vibrations et on a le voyant du KTRC qui s'est affiché. Donc en position 3, on sent que ça a quand même bridé l'accélération. Ça restait tout à fait gérable, il n'y avait pas de sentiment de perte de contrôle comme ça peut être le cas avec certains traction control parfois. C'était facile, mais on se doute bien que l'accélération n'était pas optimale. Maintenant, comme d'habitude, je vais utiliser cet espace pour vérifier si ça braque bien. Je rappelle que du haut de mon 1m70, je touche plutôt bien le sol. Je signale mon demi-tour, je braque à fond, on se retrouve assez vite embuté. Je laisse la moto droite, enfin même protocole qu'habituellement, et je pense que je vais sortir de la route. Ouais, s'il y avait eu un trottoir, j'aurais clairement tapé dedans. Donc l'angle de braquage n'est pas exceptionnel du tout. Maintenant, je vais changer le mode de KTRC. Je vais le mettre sur 1. Je vais pas le désactiver complètement non plus. On va voir la différence de comportement, si ça réactive ou pas. On est reparti pour un test d'accélération et ensuite on va vérifier l'efficacité du freinage. Et maintenant je ralentis, frein arrière ça freine très peu, frein avant. Wouhouhou. Le frein avant il est costaud les amis. Il est même très costaud, il freine très bien, c'en est surprenant. Pourtant, c'est pas du matos de chez Brembo, hein, c'est ciblé Kawasaki. Ça marche très bien.
Enfin, là ce coup-ci sur l'accélération, vous avez vu qu'il n'y a pas eu de coupure par l'antipatinage, donc je vais laisser la fonction 1 pour le reste du test, et vous avez constaté comme d'habitude que avec la longe de ce moteur on peut prendre les 100 km/h en première sans problème. Là j'ai été un petit peu on va dire rapide sur mon changement de rapport, j'aurais pu attendre plus longtemps et avoir une accélération encore meilleure. Mais bon, on n'est pas là pour essayer de faire un chrono, c'était juste pour vous montrer globalement comment ça fonctionne. Au niveau des commandes, sur ce véhicule, on a le levier de frein qui est réglable en écartement et la sensibilité est plutôt bonne. Par contre, le levier d'embrayage, lui, n'est pas réglable en écartement, c'est assez dommage sur une machine de cette gamme. Et en plus, c'est un embrayage par câble. Alors, de nouveau, un petit rond-point. Comme je le disais, ça se bascule vraiment bien. Le centre de gravité reste plutôt bien placé malgré la présence de toute la bagagerie. Et c'est une fusée hein, dès les bas régimes. Hein. Vous devez le constater, je dépasse rarement les 6-7 000 tours quand je suis sur route. Et ça marche déjà, un truc de dingue. Hein. Par contre, c'est vrai que la sonorité reste plutôt contenue, c'est pas exubérant, mais en même temps, le bruit que ça produit n'est pas désagréable. C'est une mélodie plutôt sympathique pour ce genre de moto. Concernant les commodos, on a sur la gauche bien sûr tout ce qui gère l'éclairage et on a aussi les feux de détresse ainsi que des boutons qui permettent de naviguer dans les menus du tableau de bord afin de changer les différents paramètres qu'on a vus précédemment. Sur la droite c'est beaucoup plus simple, on a juste démarreur et coupe-circuit. Le tableau de bord lui est un peu à l'ancienne, même lorsqu'elle était vendue en 2016. On a tout d'abord un très gros compte-tours gradué jusqu'à 13 000, très visible, facile à lire. Et à côté de ça, un petit écran à cristaux liquides monochrome qui vous indique votre vitesse. On a aussi, bien sûr, les tripes, une horloge, la contenance du réservoir et les modes sélectionnés pour la puissance et aussi pour le KT-RC. Malheureusement d'origine il n'y a pas de témoin de rapport engagé, c'est pour ça que le propriétaire a rajouté, vous le voyez, un accessoire qui permet d'avoir cette information. Comme d'habitude, les moteurs en 4 cylindres en ligne sont très souples. Là vous le voyez, je suis en train de cruiser en ville, je suis à 40 en 6e. Et le moteur est parfaitement capable de reprendre sans la moindre difficulté, sans vibration, sans aucun problème. Je vais même essayer de voir jusqu'où il est capable de descendre. Donc là je suis à 30 km/h en 6e, 25 km/h en 6e. Et finalement là j'arrive sur le régime de ralenti. Si je veux descendre encore en vitesse, il faudrait que je freine et donc que je contraigne le moteur à ralentir. Ce serait complètement stupide de faire ça. Donc vous voyez que finalement ce moteur est ultra souple. C'est vraiment une caractéristique qui est géniale lorsqu'on veut justement cruiser. Ça permet d'économiser du carburant. Alors ici de nouveau on va prendre ce virage à basse vitesse. Et là je suis en 6e à 30. Et vous voyez, on peut tout faire en restant en 6e. Ce moteur est vraiment génial pour ça. Alors ici j'arrive sur un Dodan. Comme d'habitude je vais le prendre à 30 km/h. Alors qu'est-ce que ça donne? Eh bien, sur cette machine, je trouve que les suspensions sont un peu sèches pour une moto qui se veut quand même plus confort que le modèle Roadster, alors que actuellement les suspensions sont réglées au plus mou, au plus confortable par le propriétaire. À l'avant, on a une fourche inversée qui est réglable. Et à l'arrière, vous voyez qu'il y a un amortisseur qui est réglable via une petite molette sur le côté afin de régler ça rapidement. Le propriétaire me disait avoir assoupli l'arrière au maximum pour que ce soit vraiment le plus confortable possible et je trouve que ça reste encore très ferme. Donc je pense vraiment que d'origine ça doit être limite tape-cul. Allez, je suis maintenant ici dans une succession de virages, voyons comment ça se comporte. Bon, forcément, si je monte haut dans les tours, je suis catapulté, donc je reste plutôt à mi-régime et c'est déjà ultra performant. Le frein avant est démentiel. Ça se penche très facilement. On a plus l'impression d'être sur une sportive avec un grand guidon que vraiment sur une routière. Ça incite à se déhancher, à sortir le genou. C'est très stable. Franchement, on s'amuse quasiment tout de suite. Et je le redis, on n'a pas besoin d'aller en haut du contour pour s'amuser.
La sonorité reste bonne en toutes circonstances. Au final, ce qui est extrêmement surprenant, c'est qu'une machine comme ça, qui n'a pas l'air spécialement sportive, surtout dans la configuration actuelle avec les valises, à l'utilisation, c'est vraiment sport. Ici, on va dépasser ces véhicules. Et finalement, le moteur est tellement linéaire que si vous ne faites pas attention à votre contour, sur une grosse accélération, vous pouvez vous retrouver à monter quasiment jusqu'au rupteur sans que la sonorité devienne très différente ou que le comportement change. Donc il faut quand même rester un œil rivé sur le contour pour pas vous bouffer le rupteur. Et c'est efficace en toutes circonstances. Je suis aussi toujours aussi étonné de la facilité, de la maniabilité de cette gamme Z, alors que les pneus sont vraiment énormes. À l'arrière, on a un pneu en 190, c'est du 17 pouces bien sûr, mais ça reste vraiment très facile, très maniable. D'ailleurs, si j'essaie de comparer cette machine à une de ses grandes sœurs, la H2 SX, eh bien je trouve finalement que cette Z1000 SX est bien plus facile à prendre en main, bien plus rassurante que sa grande sœur avec compresseur. Bon, la boîte de vitesse fonctionne aussi parfaitement bien, comme le plus souvent d'ailleurs hein, sur les Kawasaki. Allez, maintenant on passe sur l'autoroute. Bon, j'ai même pas le temps de réellement accélérer, que je suis déjà catapulté pour l'insertion. On va dépasser ces véhicules. J'ai même pas le temps de lire le compteur, que je me retrouve éjecté. Et finalement, je suis déjà au-delà des limites. Franchement, ça marche super bien. Et la protection est finalement pas trop mal pour une moto de ce genre. Là, j'ai la visière grande ouverte. J'ai forcément de l'air qui arrive. Mais je suis un peu protégé par la bulle. Le réservoir dévie un petit peu l'air. J'en ai pas sur mes genoux. Ça va. Franchement, je m'attendais à bien pire. Là, je vais faire un test de reprise. Donc, je suis en 6ème à 110. J'accélère à fond. Et vous voyez que j'ai même pas le temps de lire la vitesse, c'est une fusée. Et pourtant je suis même pas à mi-régime. Donc ce moteur, comme je le disais, il est vraiment avec une plage d'utilisation absolument démentielle. Vous pouvez rouler à 1500 tours comme à 11 000 et il est tout le temps aussi efficace. Donc clairement, cette Z1000 SX s'envisage sans trop de difficultés sur de longs trajets autoroutiers. C'est vraiment très bien. Bon, au niveau de l'éclairage sur cette machine, on a un look moderne, mais toutes les ampoules sont encore des ampoules halogènes à filament. Esthétiquement, on voit aussi que les clignotants sont dans le carénage, mais avec des protubérances, ça les fait un peu sortir du carénage. C'est assez bizarre, il faut l'avouer, au niveau du look. Et à l'arrière, ce sont deux gros clignotants, tout ce qu'il y a de plus classique. Et finalement, même lorsqu'on est comme ici dans un trafic un petit peu dense, le fait d'avoir les valises n'est vraiment pas pénalisant. Comme je le disais, hein, même au niveau de la répartition des poids, de la sensation, ou même vraiment de la largeur, la moto n'est pas si large que ça. Hein, ça fait vraiment une moto qui est homogène et facile. Hein. Maintenant, parlons des aspects pratiques. Donc déjà, je vous l'ai dit, la moto est équipée de toute la bagagerie disponible pour cette machine. Mais d'origine, finalement, il n'y a pas tant de rangement que ça si vous ne prenez pas les bagages. Il y a un rangement sous la selle passager. Vous pourrez y mettre votre gilet jaune, quelques outils, peut-être un petit bloc-disque. Mais ça reste assez petit comme rangement. Si vous désirez rouler avec un passager, c'est faisable. Mais vous voyez que la selle n'est pas non plus gigantesque, elle n'est pas ridicule non plus. Et il y a des poignées qui sont sur le côté, donc on devrait pouvoir se tenir sans trop de difficultés. Un autre point fort de cette machine, c'est finalement sa consommation. Le véhicule est donné sur le tableau de bord pour une consommation à 5,6 litres au 100,
ce qui est relativement faible hein, pour des performances pareilles. Et le propriétaire me disait que ça se confirmait, hein, que le tableau de bord ne donnait pas une info, on va dire, peu fiable. On arrive à consommer moins de 6 litres au 100 avec cette machine. Donc je rappelle que je teste la Z1000 SX de 2016 et si on regarde ce que produit Kawasaki actuellement, on pourrait se dire que cette moto n'est plus en vente. Alors qu'en fait, si. C'est juste qu'au fil des années, elle a un petit peu évolué au niveau du look et elle a aussi changé de nom. Maintenant, sur le modèle 2022, elle est vendue sous le nom Ninja 1000 SX, mais vous pouvez retrouver exactement le même moteur et je crois que finalement, à part l'esthétique et quelques technologies plus modernes, il n'y a pas non plus une énorme différence avec cette Z1000 SX de 2016. Une machine comme j'ai aujourd'hui qui aurait assez peu de kilomètres, en parfait état et avec la bagagerie, ça se négocie d'occasion pour environ 10 000 €. Ce qui est finalement plutôt une bonne offre comparée au prix de la nouvelle, la Ninja 1000 SX, qui elle est vendue un petit peu moins de 16 000 € et ça sans la bagagerie. Donc clairement, si vous cherchez une Sport GT, une machine quasiment capable de tout faire en 4 cylindres en ligne, eh bien cette Z1000 SX est vraiment une référence dans cette catégorie. À savoir que la seule vraie concurrente que je lui trouverais, c'est la Suzuki GSX-S 1000 qui est quasi équivalente en termes de performance. Mais je trouve que la Suzuki est peut-être un petit peu plus sport. Elle pousse plus à rouler très vite pour prendre du plaisir. Celle-ci, elle est bien tout le temps. Enfin voilà, globalement les amis, tout ce que je pouvais vous dire sur cette Z1000 SX modèle 2016. Si vous avez des questions concernant cette moto, n'hésitez pas, l'espace commentaire est là pour ça. Et si jamais vous avez possédé cette machine ou si vous l'avez juste même testée, n'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez. Bien sûr, vous pouvez également nous dire ce que vous pensez de cette machine si vous possédez la nouvelle Ninja 1000 SX. Je tiens de nouveau à remercier le propriétaire de cette machine de s'être déplacé jusqu'ici en Normandie sur mon lieu de tournage habituel afin que je puisse vous en proposer le test. Je rappelle d'ailleurs que l'ensemble des tests sur ma chaîne sont toujours faits en collaboration avec mes abonnés. Donc si comme lui vous avez un véhicule que vous aimeriez me voir tester en vidéo, eh bien prenez contact avec moi. Tous les moyens de me joindre sont dans la description. Si vous avez apprécié ce test, n'oubliez pas de mettre un petit pouce vers le haut, de partager la vidéo sur les réseaux sociaux et de vous abonner. Comme ça, on se retrouvera très bientôt pour un nouveau test. Allez, à bientôt et bien à tous. Un point qui est un peu dommage sur cette machine, à cause des échappements et du catalyseur qui est en dessous de la moto, on n'a pas de béquille centrale sur cette moto et ce n'est même pas proposé en option. Ça, j'avoue que c'est le petit bémol sur cette machine.